Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 4 septembre. Une visite et beaucoup d'attentes. Staffan de Mistura, le représentant des Nations Unies pour le Sahara occidental, visite les camps de réfugiés et des responsables sahraouis en vue de relancer le processus politique de la décolonisation du Sahara occidental. Lutte antiterroriste en Afrique, le président du Burkina Faso rencontre à Bamako son homologue malien, une mission diplomatique pour définir une stratégie commune de lutte antiterroriste. Manifestation à Prague, quelques 70 000 personnes protestent contre le gouvernement tchèque, l'accusant d'accorder plus d'attention à l'Ukraine qu'à ses propres citoyens. Et au Royaume-Uni, l'heure de la succession est arrivée. Boris Johnson sera fixé demain sur le nom de son successeur au 10 Downing Street. Bonsoir à tous. Une visite et beaucoup d'attentes à l'occasion de sa seconde tournée dans la région. Le représentant des Nations Unies pour le Sahara occidental s'est rendu dans les camps de réfugiés sahraouis où il a rencontré des responsables politiques et militaires de la RASD. Cette visite est l'occasion de relancer le processus politique dans la perspective de la décolonisation du Sahara occidental. Sofiane Baroudi. La seconde tournée régionale du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental l'a d'abord conduit dans les camps de réfugiés de Tindouf. Il s'est réuni pour l'occasion à Shahid al-Hafad avec des responsables sahraouis dont le représentant du Front de Libération Polisario aux Nations Unies, des membres de la société civile, avec principalement la présidente de l'Union des femmes sahraouis, ainsi que le chef de la délégation qui conduit les négociations. Staffan de Mistura se réunira également avec le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali. Staffan de Mistura a entamé une tournée dans la région où il va rencontrer les représentants des parties belligérantes, à savoir le Maroc et le Front Polisario, mais aussi les pays observateurs préoccupés par la situation dans la région, c'est-à-dire la Mauritanie et l'Algérie. Il élargira probablement ses réunions à d'autres parties qui pourraient, selon son évaluation de la situation, aider à chercher une solution qui consiste à redonner un souffle nouveau au processus politique de décolonisation du Sahara occidental. Pour rappel, la visite qui devait conduire de Mistura dans les territoires occupés du Sahara occidental a été annulée début juillet dernier. La raison invoquée est l'entêtement de la puissance occupante à empêcher toute mission de contrôle des droits humains dans la zone sous autorité militaire marocaine. Rabat, responsable d'entraves notoires au processus politique de résolution du conflit au Sahara occidental, se trouve empêtré dans une situation d'isolement diplomatique dans la région maghrébine, notamment après la coupure des relations avec l'Algérie, la crise profonde avec la Tunisie, mais également les tensions avec le voisin mauritanien, conséquence d'une politique expansionniste arborée par le royaume. Au vu des efforts et malgré les intentions sincères et la bonne disposition affichée par la partie sahraoui, et malgré le génie, le rang et la forte personnalité des anciens représentants des Nations Unies, tous les efforts consentis n'ont pas encore permis d'atteindre l'horizon de la décolonisation du Sahara occidental. La raison réside dans l'entêtement du Maroc qui persiste dans son refus forcené d'appliquer la légalité internationale. Le représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies adressera un rapport de mission au Conseil de sécurité de l'ONU le mois d'octobre prochain. Le peuple du Sahara occidental, ultime colonie du continent africain, est toujours dans l'attente de l'organisation d'un référendum d'autodétermination depuis plus de 3 décennies. La Libye a un nouvel émissaire. Abdoulaye Bathily a été officiellement nommé nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies. Un choix approuvé à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité, malgré quelques réticences du gouvernement d'unité nationale. Une nomination félicitée par l'Algérie. Retour sur son parcours avec Inès Lorayeb.
À 75 ans, Abdoulaye Bathily, diplomate sénégalais chevronné, est le 8e représentant spécial de l'ONU en Libye, premier Africain à occuper ce poste très délicat depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Abdoulaye Bathily a plus de 40 ans d'expérience en politique et en relations internationales au sein du gouvernement sénégalais, des entités continentales africaines et de l'ONU. Homme politique de gauche, il a fait ses armes au sein du Parti africain pour l'indépendance, avec un idéal, lutter contre l'injustice et les inégalités. Des idées qu'il défendra ensuite pendant près de 29 ans à la tête de la Ligue démocratique. Le nouvel émissaire s'est également affiché dans des combats panafricains. Le 22 août 1985, Abdoulaye Bathily est arrêté lors d'une marche anti-apartheid organisée à Dakar en soutien à Nelson Mandela. Il a précédemment occupé le poste de représentant spécial adjoint du secrétaire général au sein de la MINUSMA, celui de représentant spécial pour l'Afrique centrale et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale au Gabon. En 2018, il a été nommé conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour Madagascar et en 2019, expert indépendant pour l'examen stratégique du bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Député pendant 8 ans, Abdoulaye Bathily a également occupé plusieurs postes ministériels au sein du gouvernement sénégalais entre 1993 et 2013. L'Algérie accueille avec satisfaction cette nomination après avoir félicité le parcours du diplomate et panafricaniste engagé. La diplomatie algérienne a rappelé que le président Tebboune a déjà eu l'opportunité d'évoquer personnellement avec le professeur Bathily la crise libyenne et d'autres foyers de tension en Afrique et que le chef d'État algérien se réjouit de ce choix et tient à assurer au nouvel émissaire son plein soutien. Abdelmajid Tebboune n'a pas manqué de féliciter son homologue sénégalais Macky Sall pour cette distinction d'un digne fils du Sénégal et de l'Afrique pour conduire cette mission de paix en Libye. L'Algérie a aussi exprimé sa volonté de coopérer étroitement avec le nouvel émissaire pour mener à bien la noble mission qui lui est confiée. Elle appelle toutes les parties libyennes à coopérer pleinement avec lui et à saisir cet heureux développement pour un sursaut collectif salutaire dans l'intérêt du peuple libyen frère. Et dans un contexte des plus complexes en Libye, Abdoulaye Bathily pourrait-il faire bouger les choses? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Mahaman Cissé, journaliste malien. Bonsoir. Bonsoir Al24. Alors selon vous, Abdoulaye Bathily est-il l'homme de la situation? On peut dire à demi-mot qu'il est l'homme de la situation puisque par le passé, il a déjà géré des situations similaires. Sauf que le cas libyen, c'est un cas d'école, puisque c'est quand même dans un pays où il y a quand même deux gouvernements. Abdoulaye Bathily peut être, vous l'avez dit tout à l'heure, un panafricaniste, un homme qui a de l'expérience, et l'homme qui est aussi un socialiste aguerri, et qui connaît quand même le code au niveau international. Est-ce que Abdoulaye pourra, en tout cas tout de suite, recoller les morceaux cassés? Je crois qu'il faut l'accorder le bénéfice du doute, puisque c'est quand même une des rares fois où un diplomate africain est aujourd'hui à la tête de la mission des Nations Unies en Libye. C'est qui pourra ramener la question libyenne au centre des préoccupations. Et quelles seraient ces priorités selon vous, dans ce dossier? La priorité numéro 1, c'est d'abord permettre à faire entendre les deux gouvernements, un gouvernement de l'autre et un gouvernement de l'autre côté. Donc le faire asseoir et parler d'une même voix, et surtout permettre à ce que la Libye puisse renouer avec les autres pays de l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que des pays comme le Mali aujourd'hui souffrent de la situation en Libye, puisque je vous le rappelle, beaucoup de ces gens qui animent aujourd'hui la crise dans le Nord, beaucoup étaient quand même en Libye. Merci beaucoup Mahaman Cissé d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste malien.
Et la question libyenne s'invitera certainement au prochain sommet arabe dont le logo a été dévoilé ce dimanche, le logo de ce sommet que l'Algérie doit abriter le 1er novembre prochain. Un sommet dont les préparatifs sont fin prêts, c'est ce qu'a notamment indiqué ce dimanche le chef de la diplomatie algérienne Ramdal Amamra en marge de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. Et justement, Damas préfère ne pas évoquer la question de l'occupation à nouveau de son siège au sein de la Ligue arabe lors du sommet d'Alger. C'est ce qu'a fait savoir le chef de la diplomatie syrienne Faisal Al-Mordad à son homologue algérien Ramdal Amamra lors d'un entretien téléphonique ce dimanche. Le ministre des Affaires étrangères syrien, lors de cet échange, a notamment exprimé le souci et la volonté de son pays à unifier les rangs des pays arabes face aux défis auxquels ils sont confrontés. Et dans l'actualité également en Afrique, renforcer l'appui de la communauté internationale au processus de parachèvement de l'application de l'accord de paix au Mali. C'est en somme ce qui ressort de la 6e réunion de haut niveau du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger tenu à Bamako. Tinhinan Makassi revient. C'est sous la présidence du ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramdal Amamra, en sa qualité de chef de file de la médiation internationale, que s'est tenue la 6e rencontre de haut niveau du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Une session marquée par un contexte politique particulier dans le pays, nommément les réformes engagées par les autorités de la transition en vue d'une refondation profonde de l'État malien. Réunis à l'hôtel Radisson de Bamako, les participants ont insisté sur la nécessité du renforcement de l'appui international au processus de paix. Occasion de s'accorder également sur les prochaines étapes du processus, à la lumière des recommandations de la réunion de niveau décisionnel qui s'est tenue en août dernier, dans la capitale malienne. En plus des recommandations et des résolutions, cette rencontre revêt une importance capitale, envoyant un signal fort quant à l'engagement des différentes parties pour parachever le dit accord, signé à Bamako le 20 juin 2015, après des négociations menées à Alger. On prit part à la rencontre, en présence des parties signataires maliennes, des membres de la médiation internationale, à l'instar de l'Union africaine. Le Mali, où 3 femmes qui font partie du groupe des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier ont été libérées. Robert Ducé, le chef de la diplomatie togolaise, en a fait l'annonce hier soir lors d'un point de presse aux côtés de son homologue malien. Un dossier dans lequel le Togo joue les médiateurs entre Bamako et Abidjan. Vraiment, nous sommes contents de retrouver nos familles et nos patrons ici présents. Même si nous sommes tristes parce que nos amis sont restés là-bas, mais on espère pouvoir les retrouver très bientôt. Je vous le disais en titre, le président du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a entamé hier une visite d'amitié et de travail au Mali pour rencontrer notamment son homologue malien Assimi Goïta, une mission diplomatique afin de convaincre tous les voisins du Burkina Faso de se retrouver autour d'une même table pour définir une stratégie commune de lutte antiterroriste selon une source proche de la présidence burkinabé. Nous avons effectué une visite d'amitié ce jour au Mali dans le cadre de la coopération qui existe entre le Burkina et le Mali, mais aussi il était de bon ton pour nous qui sommes dans une période de transition de venir auprès des autorités de la République du Mali pour aussi avoir un cadre de partage et d'échange autour des défis auxquels sont confrontés les transitions du côté Mali et aussi du côté du Burkina Faso. Nous avons autour de 1400 km de frontières. Ces 1400 km de frontières connaissent de l'insécurité. C'était essentiellement autour des questions sécuritaires que nous avons eu des échanges avec
le président Goïta. Nous entendons en tout cas dans les jours à venir mieux examiner et renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés. Toujours en Afrique, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie a condamné l'attaque perpétrée hier dans le centre de la Somalie par les terroristes Shebab et promis de s'associer aux forces de sécurité locales pour poursuivre la paix dans le pays. Le bilan de l'attaque s'est alourdi à 20 morts et 7 camions transportant des denrées alimentaires ont été brûlés. Au Tchad, à présent, le dialogue lancé il y a 2 semaines par l'autorité militaire a de nouveau été suspendu hier après 3 jours de siège par les forces de l'ordre dans partie de l'opposition et de répression brutale de ces rassemblements plusieurs fois reportés. Ce dernier s'est ouvert le 20 août à N'Djamena, mais boycotté par la majorité de l'opposition et deux des plus puissants mouvements rebelles armés. Et il n'a toujours pas entamé ses travaux sur le fond, eux-mêmes reportés donc plusieurs fois à 15 jours de sa clôture prévue. Au Niger, à présent, le bilan des pluies diluviennes qui s'abattent sur le Niger depuis le mois de juin s'est alourdi à 86 morts, 114 blessés et près de 122 000 sinistrés, selon la Direction générale de la protection civile à Niamey. Les victimes ont trouvé la mort dans l'effondrement de leurs habitats, la plupart construits à base d'argile ou sont mortes noyées. Direction le Proche-Orient à présent, le mouvement palestinien Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a annoncé ce dimanche l'exécution de 5 Palestiniens, dont 2 pour collaboration avec l'entité sioniste. Le Hamas qui a affirmé que les condamnés avaient obtenu au préalable leur plein droit de se rendre, ou plutôt de se défendre devant la justice locale. Et en Cisjordanie occupée, 5 colons sionistes ont été blessés ce dimanche lors d'une fusillade ayant visé leur bus traversant l'autoroute principale dans la vallée du Jourdain, dans le nord-est de la Cisjordanie occupée. Les auteurs de l'attaque auraient été arrêtés. Aucune partie n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de l'attaque. Et en Irak, le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi tente de réunir les différents blocs politiques dans un nouveau cycle de dialogue dès demain, dans une ultime tentative de sortie de crise, des élections anticipées et la mise en place d'un nouveau gouvernement seront les 2 points focaux de ce rendez-vous. Souhila Kilal. L'heure est au dialogue en Irak, après une semaine de tension marquée par des affrontements armés entre les partisans de Muqtada Sadr et les forces du cadre de coordination. La classe politique irakienne est appelée à nouveau dès demain au dialogue. Plusieurs dossiers seront à l'ordre du jour. Selon le président du Parlement irakien, Mohamed El-Halboussi, cette session de dialogue devra absolument permettre de fixer une date pour des élections anticipées au plus tard à la fin de l'année prochaine, ainsi que la mise en place d'un gouvernement politiquement unanime, sans quoi aucune avancée ne sera possible. D'autres points importants ont également été soulevés, notamment la réinterprétation de l'article 76 de la Constitution relatif au bloc majeur qui a le droit de former un gouvernement et l'abolition du contournement consistant à manipuler la disposition de cet article. Al-Halboussi a également souligné la nécessité d'adopter la loi fédérale sur le budget général, de maintenir ou de modifier la loi sur les élections législatives, ainsi que de légiférer sur la loi sur la Cour suprême fédérale, conformément à l'article 92 de la Constitution. Le Premier ministre irakien, Mustafa al-Kadhimi, tente de réunir les parties irakiennes dans un nouveau cycle de dialogue pour tenter de trouver une issue à la crise et sortir le pays de l'impasse politique. Pour rappel, al-Kadhimi avait parrainé un cycle de dialogue le 17 août dernier, auquel ont participé des dirigeants de la coalition et d'autres forces, tandis que le mouvement Sadr avait refusé d'y prendre part. Sera-t-il au rendez-vous demain ?
L'entité sioniste déterminée à faire capoter tout accord sur le dossier du nucléaire iranien. L'entité sioniste ayant annoncé mener une campagne intensive afin de bloquer le renouvellement de l'accord sur le programme nucléaire iranien de 2015. Parlons pétrole, les 23 pays de l'OPEP+ se retrouvent dès demain pour leur 32e réunion ministérielle en vue de freiner la baisse des prix du pétrole estimée à 20% au mois de juillet dernier. Cette réunion sera précédée le même jour par la 44e réunion du comité ministériel conjoint de suivi. À la veille de ces rendez-vous déterminants, des sources ont déclaré au journal de Wall Street que la Russie ne soutenait pas la réduction de la production de pétrole à l'heure actuelle, tablant plutôt sur le maintien d'un taux de production stable. Dans le conflit russo-ukrainien, le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal est en visite officielle à Berlin pour rencontrer son homologue allemand Olaf Scholz ainsi que le président Frank-Walter Steinmeier. Une visite qui survient dans un contexte de crispation entre Kiev et Berlin depuis le début du conflit russo-ukrainien en mois de février dernier, notamment pour ce qui est du soutien militaire à l'Ukraine. Amin Touta. En pleine crise énergétique et diplomatique entre l'Europe et la Russie depuis plus de 6 mois, le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal débarque à Berlin afin de ramener le train des relations des deux pays à la normale, suite aux tensions diplomatiques entre les deux parties, dues essentiellement au soutien allemand pour Kiev, après le début du conflit russo-ukrainien au mois de février passé. Depuis quelques jours, Berlin montre des signes d'apaisement après le souhait du chancelier allemand Olaf Scholz d'apporter une aide militaire durable à l'Ukraine en renforçant les systèmes d'artillerie et de défense aérienne ukrainienne. Une volonté similaire est exprimée par le président allemand Walter Steinmeier, selon le Premier ministre ukrainien. Dans la foulée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu par téléphone avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen afin de discuter de l'aide financière européenne à l'Ukraine. Un rapprochement stratégique entre l'Ukraine et les Occidentaux, irritant pour le Kremlin, qui accuse le flanc occidental d'être à l'origine de la perduration du conflit en raison du soutien militaire et financier à Kiev. La tournée européenne de Shmyhal ne s'arrêtera pas à Berlin. Le numéro 1 du gouvernement ukrainien se rendra à Bruxelles à partir de demain pour prendre part à la réunion du Conseil d'association Union européenne-Ukraine avec la participation de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Je vous le disais en titre, environ 70 000 personnes ont protesté hier dans le centre historique de Prague contre le gouvernement tchèque, l'accusant d'accorder plus d'attention à l'Ukraine qu'à ses propres citoyens. Organisés sous le slogan « La République tchèque d'abord », la manifestation visait l'inflation croissante tirée par une flambée des prix de l'énergie, la vaccination contre le Covid-19 ainsi que les immigrants. Les manifestants ont exigé la démission du gouvernement de centre-droit de Petr Fiala qui était entré en fonction en décembre dernier. Je vous en parlais également en titre. Au Royaume-Uni, l'heure de la succession est arrivée. Demain, Boris Johnson connaîtra le nom de son remplaçant en 10 Downing Street, après avoir été contraint de démissionner début juillet suite au départ en cascade de ses ministres excédés par ces scandales à répétition. Neila Hamouda. Boris Johnson vit ses dernières heures au 10 Downing Street. Le Premier ministre britannique connaîtra demain le nom de celui ou celle qui lui succédera. Liz Truss, ministre des Affaires étrangères, devrait le remplacer au poste de Premier ministre. Conservatrice, pro-Brexit, elle s'est imposée comme la grande favorite face à Rishi Sunak, ex-ministre des Finances, qui a été, lui, l'un des premiers ministres à démissionner. Pas de comeback pour Boris Johnson. Il va donc quitter le 10 Downing Street et quitter la vie politique.
Le début de la fin de l'ex-ministre des Affaires étrangères a commencé en pleine pandémie du Covid-19, lorsque la presse britannique a révélé le scandale du Partygate, une transgression aux procédures préventives liées à plusieurs soirées organisées au cabinet gouvernemental. Un scandale qui n'est pas passé inaperçu pour l'opinion publique britannique. S'ajoutait à cela le dossier de la nomination d'un député conservateur impliqué dans une affaire de mœurs et dont Boris Johnson était au courant des faits. Les événements qui se sont succédés ont entraîné une démission collective de plusieurs ministres et hauts responsables, ce qui a poussé le politicien conservateur à claquer la porte de l'exécutif. Un échec de gouvernance qui s'est lié à une conjoncture économique difficile que la Grande-Bretagne a connue ces dernières semaines, à l'image des manifestations dénonçant la cherté de la vie et la situation socio-économique en déclin. Quel que soit le nom du successeur, le paysage politique de la couronne aura tourné la page de Boris Johnson pour de bon, après 3 ans seulement passés à la tête du gouvernement. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur le site d'Al24 News ou sur nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.